Hey! Dans cette vidéo, je vous présente 6 détails qui, après 2 ans d'absence, me paraissent plutôt bizarres au Québec. Ça commence maintenant! Et oui, me voici maintenant au Québec et je suis en quarantaine pour 2 semaines, mais par chance sur le bord d'un lac, c'est magnifique. Et j'ai pensé vous faire une vidéo sur le lieu où je fais une quarantaine. Mais bon, qui s'intéresse directement quand je pourrais vous faire une vidéo sur des trucs qui me semblent bizarres au Québec maintenant, tout en vous montrant mon lieu de quarantaine? C'est 2 en 1. On commence. Là, one minute, on commence pas tout de suite en fait. Pour ceux qui sont peut-être pas au courant, pour tous les voyageurs qui vont au Canada, premièrement, il n'y a que les Canadiens qui ont le droit de voyager au Canada en ce moment. Hein? On est super parano ici et le danger vient de l'extérieur, forcément. Hein? Les gens entre Canadiens ne s'infectent pas, c'est connu. Ça vient seulement de l'extérieur. Donc, on se ferme au maximum et tous les gens qui rentrent doivent passer, en fait, doivent réserver 3 jours d'hôtel à leur arrivée dans un hôtel spécial autorisé par le gouvernement. Ça peut coûter facilement jusqu'à 2000 $. Et on doit réserver 3 nuits dans cet hôtel-là, mais on a passé un test PCR en arrivant à l'aéroport et c'est possible de sortir plus tôt si on a le résultat avant. Par contre, après, il faut faire 2 semaines dans un lieu de quarantaine de notre choix. Et c'est donc ici que nous, on fait notre quarantaine. Et c'est ici que j'ai eu mes petites surprises, mes petites bizarreries que j'aimerais vous présenter aujourd'hui. Numéro 6, les poignées de porte. Hein? Je vous ai dit que ça allait être des détails. C'est des détails, mais pour entrer dans le chalet dans lequel je fais une quarantaine, il a quand même fallu tourner la poignée de porte, comme ça en rentrant. Et là, qu'est-ce que j'ai vu? Une poignée de porte ronde. Et là, c'est pour dire, en fait, ma fille était même pas capable de les ouvrir parce que la dernière fois qu'elle était ici, elle avait 2 ans. C'est quand même bon. En fait, il faut dire qu'en Europe, on a des poignées de porte droites, en fait. Et il s'agit de peser vers le bas et pousser ou tirer. En fait, c'est beaucoup plus facile. Mais ici, il faut quand même faire ce mouvement de rotation comme ça. Et là, en rentrant en plus, on se rend compte que ça se barre seulement avec un mouvement comme ça. Et là, c'est barré seulement au niveau de la poignée, ce qui est super facile pour les voleurs, en fait. Et là, on voit que les gens ne volent pas beaucoup au Québec. C'est plus une suggestion, en fait. C'est comme plus dire aux voleurs, « Entrez pas chez nous, s'il vous plaît. » Numéro 5, les fenêtres. Alors, je vous ai déjà fait dans une de mes vidéos une présentation sur les fenêtres allemandes qu'on peut ouvrir dans 2 directions différentes, super pratique. Et ici, on a un peu l'inverse. Hein? Donc, une fenêtre que je ne suis même pas capable d'ouvrir à une main parce que ça me prend mes 2 mains en fait pour pousser les boutons ici, pour la monter. Et en plus, on a tout le poids de la fenêtre qui nous pèse dessus pendant ce temps-là. Et il faut trouver les coches suivantes pour essayer d'arriver à la hauteur voulue. Souvent, c'est toujours un peu trop haut ou un peu trop bas. Et bizarrement, ces fenêtres-là se sont imposées partout au Québec. Et je vous en montre une autre maintenant. Alors, celle-ci s'ouvre à l'horizontale. Et comme on voit, c'est pas super facile à ouvrir et à fermer. Et par contre, il y a le moustiquaire qui, lui, est un essentiel de survie au Québec parce que sinon, on se fait manger par les moustiques. Et en prime, sur cette fenêtre-là, on a le fameux star horizontal, donc le rideau horizontal, qui est très répandu au Québec, étrangement. Et là, il faut tirer à gauche pour le faire, maudit, pour le faire descendre. Alors, comme vous voyez, c'est pas super pratique. Et après ça, on peut jouer avec l'inclinaison comme ça pour bloquer la lumière ou pour bloquer la lumière sur l'autre côté, hein, parce qu'on peut comme les coucher ou les mettre par en haut. Et pour le remonter, ça tient au moins. Et bizarrement, cette invention-là s'est répandue partout au Québec et je dirais même en Amérique du Nord, alors que je ne la vois pas comme très pratique. Mais par contre, je la trouve très réconfortante parce que j'ai grandi avec et ça me donne quand même un sentiment de chez moi. Bon, là, on pourrait croire le grand Matt, il est jamais content, hein? Il se plaint des poignées de porte, il se plaint des fenêtres, ça marche pas pantoute. Mais non, c'est pas ça du tout que je veux dire. J'essaie juste de remarquer des différences dans des détails entre l'Europe et le Québec. Et ceci dit, je passe un magnifique séjour, c'est magnifique ici. Et puis, maintenant que tout ça est mis au clair, on continue.
Numéro 4. Alors, une autre invention fantastique du Québec que j'ai pas vue nulle part ailleurs, mais qui est probablement elle aussi répandue en Amérique du Nord, c'est les éléments de chauffage pour poêle électrique en spirale comme ça. Alors, premièrement, c'est très bien qu'on ait des poêles électriques au Québec parce que l'électricité est en grande partie faite par des centrales hydroélectriques, donc c'est une énergie propre. Et ça, c'est très bien, génial, mais il y a des moyens de faire, par exemple, par induction, ou d'avoir des plaques électriques plates, en fait. Hein? J'ai jamais compris la raison pourquoi on les avait en spirale comme ça. Je le montre d'un peu plus près ici. C'est comme une espèce d'un élément en spirale et on peut s'imaginer quand il y a du jus qui va là-dedans, quand on cuisine, c'est l'enfer de nettoyer ça. Et pourtant, c'est très très répandu, il y en a partout et je n'ai jamais su pourquoi. Donc, si vous savez pourquoi les éléments sont en spirale comme ça au Québec, écrivez-moi là en commentaire, s'il vous plaît. Aidez la communauté à comprendre ce phénomène. Un élément avec lequel j'ai été confronté en me rendant en Europe et auquel je suis maintenant reconfronté en revenant ici, c'est les unités de mesure. Alors, même si j'ai grandi en cuisinant en tasse et que plus tard, j'ai mis mes choses au four en utilisant 375 degrés Fahrenheit et que plus tard, j'ai bu des pintes de bière, eh bien, au retour ici, après 2 ans d'absence surtout, ça me paraît extrêmement bizarre de cuisiner avec ces unités-là. D'autant plus que la tasse qui est utilisée au Québec, donc du système impérial. Encore au 18e siècle, il existait plus de 700 unités de mesure différentes, et ce, en France seulement. Le mètre fait donc son apparition en 1791, juste après la Révolution française, et sa longueur représente la 10 millionième partie d'un quart de méridien. C'est environ long comme ça. Et le système impérial, quant à lui, fait son apparition en Grande-Bretagne, bien sûr, en 1824 et demeure utilisé à ce jour par une grande partie des habitants de l'ancien Empire britannique. Tout cela mène à différentes confusions et à certains accidents, notamment l'écrasement de la sonde spatiale Mars Climate Orbiter. Ils ont utilisé la mauvaise unité de mesure. Oups! La tasse, elle, est une unité de volume, alors qu'en Europe, on cuisine au poids, hein, en grammes. Et là, on se doute que ce n'est pas tous les aliments qui ont la même masse. Et donc, il faut convertir, non pas juste les tasses en grammes, mais il faut convertir pour chaque aliment, parce que chaque aliment a une masse différente. Et c'est super mêlant. Et c'est assez chiant à la longue. Et en plus, c'est très, très mathématique, parce que, comme on voit ici, on a, par exemple, une demi-tasse dans celle-là. Ici, on en a un tiers de tasse. Ici, on a un quart de tasse. Alors, c'est des fractions qui sont plutôt mélangeantes. Bon, ça tient en forme au niveau mathématique, mais quand même, j'aimerais ça me détendre quand je cuisine. Hein? Et également, au niveau des achats, quand on va à l'épicerie, au supermarché. Donc, les choses ne se vendent pas au kilo, mais à la livre. Donc, c'est une autre conversion qu'il faut faire. Et ben, tout ça, c'est mélangeant quand on revient au Québec. Mais ça donne l'impression que tout est pas cher parce que la livre, bien sûr, est moins lourde que le kilo. Et le dollar canadien est un peu moins élevé. Enfin, ça donne une fausse impression, en fait, et j'ai beaucoup de mal à me réhabituer à ça. Ah oui, je veux vous rappeler, par exemple, que je fais mes achats en ligne en ce moment parce qu'on est en quarantaine, que je respecte ma quarantaine, même si je suis vacciné, et c'est plutôt absurde. Enfin bon. Numéro 2, l'utilisation de la voiture. Alors, on est sur le bord d'un lac, comme je disais, et autour de ce lac-là, il y a peut-être 20, 30 habitants, pas plus, mais il y a quand même 50, 60 fois par jour des voitures qui passent sur cette route-là, dû au fait que les gens ne se déplacent qu'en voiture. Et pourtant, le village le plus proche est à 2 km. Et mes proches, avec lesquels je suis en communication à partir d'ici, et auxquels j'écris ou je dis que j'ai l'intention de faire ce trajet-là en vélo, pour eux, c'est complètement fou, en fait, ce que je veux faire, alors que, comme je disais, c'est à 2 km, ça ne prend que 5 minutes. Et ça, je crois que c'est surtout lié aux habitudes, en fait. Les gens ont l'habitude de prendre la voiture et c'est difficile de se déshabituer de ça. Et moi, à l'inverse, étant en ville, je me déplace constamment en vélo et c'est aussi difficile de se déshabituer de ça. Et oui, en fait, ça fait bizarre pour moi d'être ici et d'avoir personne qui considère le vélo comme un moyen de transport potable.
Enfin bon, on va voir comment ça se passer, comment ça va se passer. Mais pour le moment, c'est quelque chose qui me paraît un peu bizarre. Et même autour du lac, pour se déplacer d'un endroit à l'autre, j'ai l'impression que les gens utilisent la voiture aussi. Enfin bon, bizarre de mon point de vue. Numéro 1. La taxe sur la vente. Alors, pour les étrangers qui ne le savent pas, au Québec, il y a 2 taxes sur la vente, une par-dessus l'autre. Et pas sur tous les produits. Par exemple, les produits essentiels comme l'alimentation dans les supermarchés, par exemple, ne sont pas taxés, sauf si c'est, par exemple, des chips ou des produits dits de luxe. Comme vous voyez, c'est un peu compliqué. Et en plus, il y a une taxe fédérale, la TPS, qui est pour, je regarde maintenant, taxe sur les produits et services. Et elle est de 5 %. Et ensuite, il y a la TVQ, la taxe des ventes du Québec, qui, elle, est de 10 % et qui ne rentre pas juste sur le prix de départ, sinon sur le total du prix, plus la taxe fédérale. Et là, la taxe provinciale s'ajoute là-dedans en plus. Et là, la belle absurdité dans tout ça, et ce que je trouve difficile à chaque fois que je viens au Québec, c'est qu'à chaque fois qu'on achète quelque chose, il faut calculer disons, environ 15 % par-dessus ça. Et souvent, je l'oublie. La première fois que je vais au restaurant, par exemple, et bon, d'habitude, je suis pas pire pour calculer combien ça va me coûter au final. Et en fait, les premières fois, j'y arrive jamais. Et c'est lié à ce détail-là. Hein? J'oublie de calculer les taxes. Mais là, sérieusement, c'est comme un problème réellement ici parce que n'importe qui met un prix incluant les taxes, pour celui qui ne regarde pas, ça a l'air plus cher. Donc, personne n'ose le faire. En fait, pourquoi ne pas mettre une loi tout simplement où tous les prix devraient inclure les taxes? Paf, point, c'est fini. Ah, ça serait réglé. On fait tout ça, s'il vous plaît? Et voilà, c'est déjà tout. Je fais des tours sur mon balcon en espérant qu'on me laisse sortir bientôt pour visiter le reste du merveilleux Québec. À plus!